Voici comment remplir votre déclaration de revenus fonciers 2023. C'est l'imprimé 2044 qu'il faut remplir et Madame Bouvigny nous expliquera ligne par ligne comment faire. Quels revenus sont concernés par cette déclaration? Les revenus concernés par la déclaration 2044 concernent toutes les locations, sauf les locations meublées. C'est-à-dire que ça concerne les locations d'habitation vide, commerciales, professionnelles, location d'un terrain, location d'une cave, location d'un emplacement, location de garage, etc. Donc toutes les locations sont concernées, mais jamais la déclaration meublée, car les locations meublées font l'objet d'une autre déclaration dans la catégorie des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. La déclaration 2044 concerne la déclaration que l'on veut faire quand on opte pour le régime du réel. Cette déclaration ne concerne pas le microfoncier. Lorsque le contribuable a des revenus, c'est-à-dire des loyers encaissés hors charge annuels de plus de 15 000 € par an, il est obligé de faire la déclaration 2044. Il peut également faire cette déclaration quand il opte pour le régime du réel. C'est-à-dire que ses loyers sont inférieurs à 15 000 € par an, il est donc dans le champ d'application du microfoncier, mais le contribuable a choisi d'opter pour le réel parce que le réel est plus intéressant pour lui. En effet, il y a beaucoup de charges à déduire, donc il va choisir cette formule de régime du réel dans la déclaration 2044. Si le contribuable choisit de prendre ce régime sur option, ça veut dire qu'en fait il est dans le champ d'application du microfoncier, mais il choisit d'opter pour le réel, il est obligé d'opter pour le réel pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, il continue tous les ans à faire du réel, et l'année où il décide de ne plus en faire, il revient dans le champ d'application du microfoncier en remplissant la déclaration en microfoncier. Il existe la petite sœur de la déclaration 2044 qui est en fait la 2044S, c'est-à-dire c'est une 2044 spéciale et qui concerne les bailleurs qui en fait ont opté pour un régime de défiscalisation, le Borloo, le Robien, le Besson, etc. Et en fait dans cette déclaration, vous avez une ligne spécifique à ce régime qui concerne les amortissements et les réductions. Donc il faut remplir cette déclaration quand vous avez un régime de défiscalisation, donc la 2044S. Sinon, c'est la 2044 qu'il faut remplir. La déclaration 2044 commence par une page 1. Et dans cette page 1, il faut mettre l'état civil, etc. Donc habituellement les références qu'on demande. Et il faut également inscrire le résultat de votre déclaration de SCI que vous avez dû faire dans l'imprimé numéro 2072. Donc on vous demande d'indiquer le seul résultat, c'est-à-dire les revenus bruts, les intérêts, pour qu'ensuite on puisse avoir le total des résultats fonciers de SCI qui seront additionnés aux revenus fonciers qui ne sont pas en SCI. La page 2 de la déclaration 2044 est le cœur de la déclaration. Donc en fait, sur cette page, vous allez indiquer vos recettes et vos dépenses. Donc toutes les recettes locatives de l'année 2023 et toutes les dépenses qui ont été effectuées en 2023. Le résultat nous donnera le revenu foncier imposable. Nous allons donc commencer la déclaration par les recettes, et notamment la ligne 211, loyer ou fermage brut encaissé. Sur cette ligne, il faut inscrire les loyers hors charge que vous avez perçus en 2023. Ça peut être des arriérés de loyer ou des avances de loyer. Ce qui est très important, c'est que vous les ayez reçus en 2023. Donc sur cette ligne, on met tous les loyers hors charge que l'on a encaissés en 2023. Il faut également ajouter les recettes exceptionnelles que vous avez pu avoir, telles que des droits d'entrée ou des pas de porte, etc. Une question revient souvent, c'est de savoir s'il faut mettre le loyer plus TVA lorsque le loyer est soumis à TVA. Or, non, il faut déclarer les loyers hors TVA et hors charge. Ligne 212, dépenses mises par convention à la charge du locataire. Sur cette ligne, il ne s'agit pas de mettre les charges locatives. En effet, on a vu qu'il fallait déclarer les loyers hors charge. On déclare les loyers hors charge parce que les charges locatives ne sont pas déductibles. On met ni les charges en recettes, ni les charges locatives en dépenses. Par conséquent, sur cette ligne, il faut mettre les charges qui ont été mises conventionnellement à la charge du locataire. Et c'est très souvent dans le cas d'un bail commercial, lorsqu'on met la taxe foncière ou des grosses réparations à la charge du locataire, alors que normalement, les charges locatives générales, notamment en matière d'habitation, ne sont pas mises. Ligne 213, recettes brutes diverses.
Sur cette ligne, il faut mettre notamment les subventions que l'on a reçues de l'ANA et qui vont pouvoir permettre de faire des travaux. Ensuite, on pourra déduire d'ailleurs les travaux, on verra plus tard. On peut mettre les indemnités d'assurance, l'allocation de droits d'affichage, les panneaux d'emplacement publicitaire, les locations pour les antennes de téléphone mobile sur les toits, etc. Sur cette ligne, il faut également ajouter le dépôt de garantie si ce dépôt compense un loyer impayé. S'il ne compense rien du tout, le dépôt de garantie n'est pas à déclarer. Ligne 214, valeur locative réelle des propriétés dont vous vous réservez la jouissance. Sur cette ligne, il faut indiquer le loyer théorique qu'aurait pu produire un loyer pour un local commercial dont vous vous réservez la jouissance. Il faut également déclarer les loyers théoriques des étangs, des lacs dont vous vous réservez l'usage et dont vous avez la disposition. En aucun cas, en revanche, il ne s'agit de déclarer le loyer théorique que pourrait générer votre résidence principale. Jamais on déclare un loyer de sa résidence principale. Ligne 215, c'est donc le total des recettes. Vous additionnez la ligne 211, 212, 213, 214 et vous aboutissez à la ligne 215 qui va être en fait le cumul de toutes vos recettes. Et ensuite, on pourra déduire de ces recettes les dépenses. La deuxième partie de la déclaration consiste à déclarer les dépenses, les frais et charges comme on les appelle communément. On va commencer donc par la ligne 221, frais d'administration et de gestion, rémunération des gardes et concierges, rémunération honoraires et commissions versées à un tiers, frais de procédure. Tout d'abord, avant toute chose, avant toute déduction de charges, les charges doivent être déduites s'il y a eu un revenu tiré d'un immeuble, s'il y a eu la production de revenus tirés d'un immeuble. S'il n'y a pas de revenus locatifs, on ne peut pas déduire de charges. De plus, il faut impérativement que ces charges aient été acquittées en 2023. Donc on revient à notre première ligne de dépenses, la ligne 221. Rémunération, frais d'administration et de gestion. Il s'agit donc de la rémunération des gardiens et concierges d'un immeuble. Alors d'un immeuble qui n'est pas en copropriété, parce que tout ce qui est charge de copropriété sera vu plus tard à la ligne 229 et 230. Donc là, il s'agit que de charges qui ne sont pas des charges de copropriété. Par exemple, les gardiens et concierges, des immeubles dont le propriétaire est tout seul propriétaire, il n'y a pas de copropriété. Donc il s'agit de la rémunération du concierge, de ses charges fiscales et sociales, des avantages en nature, etc. Ensuite, vous avez les frais de gestion, si vous faites gérer votre immeuble par un gestionnaire. Il ne s'agit pas des frais de syndic, puisqu'on le verra, c'est de la copropriété et ce sera plus tard à la ligne 229. Donc il s'agit des frais de gestion pour gérer votre location, rédiger les actes. Il y a également l'adhésion à la chambre syndicale, donc l'adhésion à la chambre des propriétaires est déductible et on le met sur cette ligne-là. Vous avez ensuite les frais de procédure, donc les frais de notaire, d'avocat, d'huissier, d'expert, pour régler un différend avec le locataire, avec une entreprise ou un prestataire, ou lors d'un litige portant toujours sur la propriété de l'immeuble ou du bien en question. Ligne 222, autres frais de gestion, 20 € par local. Donc il s'agit d'un forfait de 20 € pour chaque location, qui comprend en fait tout ce qui peut être téléphone, matériel, logiciel, imprimé. Donc ce forfait s'applique pour chaque local. Si vous louez à un même locataire un local d'habitation et un autre local avec un autre contrat de garage, vous aurez 2 fois 20 €. En revanche, si vous louez à un seul locataire votre garage et votre habitation à l'intérieur d'un même bail, vous n'aurez qu'une fois 20 € à déduire. Ligne 223, prime d'assurance. Sur cette ligne, il s'agit de mentionner les frais d'assurance d'une PNO, propriétaire non occupant, les frais d'assurance d'un immeuble, assurance multirisque immeuble, lorsqu'on est propriétaire de l'immeuble. Je rappelle, c'est toujours pas des charges de copropriété, on n'est toujours pas dans ce cas-là. Ce sont donc les assurances et les primes d'assurance d'un propriétaire d'immeuble. Il faut également inscrire l'assurance loyer impayé que vous avez pu souscrire auprès d'un assureur. Ligne 224, dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration en cas d'option hors dépenses de travaux de rénovation énergétique, reportez ligne ci-dessous. Sur cette ligne, il s'agit d'inscrire tous les travaux qui ne sont pas des travaux de la rénovation énergétique. Ce sont souvent des travaux qui sont soumis à la TVA de 5,5%, donc on les reconnaît au moins à ça. Donc tous les travaux, sauf ces travaux de la rénovation énergétique, sont déductibles sur cette ligne-là.
L'exception sont les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement. Ces travaux ne sont pas déductibles, ils ne sont jamais déductibles. Les travaux d'entretien et de réparation sont toujours déductibles, quelle que soit la location que vous ayez. En revanche, les travaux d'amélioration ne sont déductibles que si vous avez une location d'habitation. Par conséquent, si vous louez en commercial, vous ne pourrez pas déduire de ce local commercial les travaux d'amélioration. Dans les travaux d'amélioration, il y a deux exceptions pour qu'ils puissent être déductibles d'un local commercial ou professionnel. Ce sont les travaux qui traitent de l'amiante et les travaux qui facilitent l'accueil des personnes handicapées. Ces deux types de travaux, eux, sont déductibles. Sur cette ligne, vous pouvez également indiquer tout ce qui concerne les diagnostics. Ils sont déductibles et peuvent être mis sur cette ligne, les diagnostics obligatoires notamment. Ligne 224 bis. En cas d'option, dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D. Comme dit précédemment, il s'agit donc des travaux qui concernent la rénovation énergétique et surtout qui permettent de passer d'une classe à l'autre. C'est pourquoi en général il faut faire un constat avant les travaux et un constat après les travaux. Et ces sommes seront déductibles. Ligne 225. Charges récupérables non récupérées au départ du locataire. Si votre locataire part en 2023, il s'agit de mettre sur cette ligne les charges locatives que vous n'avez pas pu récupérer auprès de votre locataire. Et surtout si vous n'avez pas pu le faire grâce à votre dépôt de garantie. Donc sur cette ligne, vous mettez les charges locatives non récupérées. Il peut s'agir de charges locatives de 2022, 21, 23, mais comme votre locataire est parti en 2023, vous n'avez pas pu les récupérer, donc c'est en 2023 qu'il faut les mettre sur cette ligne-là. Il s'agit également de mettre sur cette ligne les charges locatives pendant la vacance d'un bien, entre deux locations. Alors il ne faut pas que la vacance dure 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Il faut qu'elle soit dans des délais normaux pour pouvoir relouer. Mais pendant une période de vacances, donc pendant qu'on fait des travaux, pendant qu'on recherche un locataire, on peut mettre sur cette ligne les charges locatives qui en principe ne sont pas déductibles, mais là exceptionnellement le sont, et on les met sur cette ligne. Ligne 226, indemnité d'éviction, frais de relogement. Sur cette ligne, en fait, il s'agit essentiellement d'inscrire l'indemnité d'éviction que l'on verse à un locataire, surtout et notamment en matière commerciale, c'est-à-dire que c'est une indemnité pour qu'il libère les locaux en vue de les relouer dans de meilleures conditions. Donc l'indemnité d'éviction peut être mise sur cette ligne-là. On peut également inscrire les frais de relogement quand on a dû évincer son locataire et qu'on lui a versé ses frais pour pouvoir habiter ailleurs. Les frais de relogement sont également déductibles lorsqu'il s'agit de frais de relogement pendant la période pendant laquelle on fait des travaux dans un logement loué. Le temps de reloger le locataire, on a une indemnité, on peut la déduire. Ligne 227, taxe foncière. Il s'agit donc à cette ligne de déduire la taxe foncière dans son intégralité, sauf la taxe d'ordure ménagère. Donc il faut déduire du total de la taxe foncière la taxe d'ordure ménagère. En effet, la taxe d'ordure ménagère est récupérable sur le locataire et comme on l'a vu, elle n'est donc pas déductible. En revanche, souvent la question est posée de savoir si on déduit les frais de gestion liés à cette taxe foncière. Oui, on déduit les frais de gestion liés à cette taxe foncière. Top. Vous pouvez également déduire les taxes annexes à la taxe foncière qui sont principalement les taxes spéciales d'équipement. En revanche, la taxe annuelle sur les bureaux n'est pas déductible. Ligne 228, déduction spécifique. Il s'agit d'une déduction forfaitaire qui peut varier, qui peut aller de 15, 30, 40, 50, 60, 70%. Si vous avez signé un conventionnement avec l'ANA, il s'agit donc d'une location signée avec l'ANA. Vous pouvez donc avoir une déduction spécifique qui consiste à appliquer au total des recettes un pourcentage et le résultat est mis à cette ligne 228. Ligne 229, provision pour charges payées en 2023. Cette ligne avec la ligne 230 qui viendra après concerne que les appartements en copropriété. Sur la ligne 229, il faut donc inscrire toutes les charges, toutes les sommes que vous avez versées au syndic en 2023. Il s'agit des appels de fonds, des charges et des travaux. En revanche, on ne peut pas déduire le fonds travaux car il n'est pas encore utilisé selon la jurisprudence et la fiscalité. Par conséquent, ce fonds travaux pourra être déductible le jour où les travaux seront votés et faits. Sur cette ligne 229, on met donc toutes les charges que l'on a versées au syndic,
Par conséquent, on va déduire des charges qui ne sont pas déductibles. Mais le fisc nous demande de tout mettre et on régularisera cette non-déductibilité sur la ligne 230. Ligne 230, régularisation des provisions pour charges déduites au titre de 2022. Sur la ligne 230, il faut donc inscrire les charges que vous n'aviez pas le droit de déduire, mais que vous avez déduit l'année précédente, puisqu'on vous demandait à la ligne 229 de tout déduire. Donc sur cette ligne 230, je mets les charges que je n'avais pas le droit de déduire. Dans ces charges que je n'avais pas le droit de déduire, il y avait les charges locatives et les charges non déductibles. Les charges non déductibles sont essentiellement les travaux de construction qu'on pourrait faire en copropriété, donc c'est plus courant. Ce sont les sommes, par exemple, qu'on a versées pour acquérir un garage en copropriété, c'est peu courant. Il y a donc sur cette ligne, il faut donc inscrire sur cette ligne essentiellement les charges locatives de 2022, donc de l'année dernière, que j'avais déduit, mais que je n'ai pas le droit de déduire, et je dois régulariser cette année en les inscrivant sur la ligne 230. Et ces charges locatives, je les trouve dans le relevé de compte individuel de copropriété, que j'ai une fois par an, et sur lequel est inscrit les charges locatives. Sur ce relevé individuel, que vous avez donc une fois par an, après l'approbation des comptes, vous avez un solde qui va donc être négatif ou positif. C'est-à-dire qu'en fait, le syndic, suite à l'approbation des comptes, va comparer les comptes réellement, les charges réellement payées par rapport aux provisions que vous avez versées. S'il en résulte un solde négatif, c'est-à-dire que le syndic va vous demander de payer un complément, ce complément sera à inscrire en ligne 229. Parce qu'en 2023, il vous demandera de payer le complément suite à la régularisation des charges 2022. Mais ce ne sera payé qu'en 2023. Par conséquent, comme on l'a vu, on met à la ligne 229 tout ce qu'on a payé au syndic en 2023. Donc on met cette somme sur la ligne 229. En revanche, si ce solde est positif, à savoir si le syndic vous rend de l'argent de 2022, il s'agit donc d'une somme qu'il vous a rendue et pourtant vous avez déduit l'année d'avant. Par conséquent, vous devez la régulariser, vous ne devez pas la déduire et donc vous la mettez à la ligne 230 avec les charges locatives. Souvent, ce solde positif donc entraîne un avoir qui est répercuté sur les charges qui vont être demandées en 2023. Donc, en général, on n'a pas à l'inscrire sur la ligne 230 parce que sur la ligne 229, vous allez mettre tout ce que vous avez payé au syndic, moins souvent cet avoir. Cette ligne 230 va donc venir en déduction de toutes les autres lignes. Ainsi, à la ligne 240, total des frais et charges, vous allez additionner la ligne 221, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, moins la ligne 230. Ainsi, les sommes mentionnées à la ligne 230 vont venir en déduction des charges que vous allez pouvoir déduire du revenu des recettes de la ligne 215. Ligne 250, intérêts d'emprunt. Sur cette ligne, il s'agit donc de mettre tous les intérêts d'emprunt d'un bien que vous louez. Donc vous pouvez mettre les intérêts d'emprunt, également y mettre les frais d'assurance, et vous pouvez ajouter les frais de constitution de dossier, les frais d'inscription hypothécaire, les sommes versées à un organisme de cautionnement, les frais de mainlevée, les adgios ou commissions de banque, et, comme on l'a dit, les primes afférents à un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès souscrit pour garantir le remboursement du prêt. Ligne 260, revenu foncier taxable. Donc cette fois-ci, on va avoir le revenu soumis à l'impôt. Vous allez donc déduire de la ligne 215, qui est le total des recettes, les lignes 240, total des dépenses, moins la ligne 250, les intérêts d'emprunt. Ligne 262, réintégration du supplément de déduction. Sur cette ligne, il faut indiquer, dans le cas où vous n'auriez pas pu bénéficier des déductions spécifiques qu'on a vues plus haut de 15 ou 30%, parce qu'en fait vous n'y avez pas droit mais que vous l'aviez quand même fait les années précédentes, vous devez réintégrer ces sommes sur cette ligne. Ligne 263, bénéfice ou déficit.
Donc sur cette ligne 263, il s'agit de reprendre la ligne 261, les recettes moins les charges, et de déduire éventuellement la réintégration à la ligne 262 s'il y a lieu. Il faut que vous fassiez une déclaration par immeuble, et chaque immeuble correspond à une colonne. Donc, à chaque fois que vous avez un appartement qui est loué dans un immeuble, il faut l'indiquer dans une colonne. Le deuxième appartement dans un autre immeuble, dans la deuxième colonne. Si vous avez plusieurs locaux dans le même immeuble, il faut additionner les recettes de tous ces locaux qui sont dans cet immeuble et qui sont évidemment soumis au revenu foncier, et additionner toutes les dépenses. Et vous regroupez le tout dans une même colonne. Ensuite, vous avez à la fin de chaque colonne des lettres E, K, J, F, G, H, I. Il faut en effet additionner les loyers de chaque colonne. Donc à la lettre E, vous allez additionner tous les loyers de la ligne 215. Et cela va correspondre à l'ensemble de tous les loyers que vous pouvez avoir dans des immeubles différents. À la lettre K, vous allez additionner tous les travaux de la rénovation énergétique et les inscrire sur cette ligne. À la ligne F, vous allez inscrire le total des frais et charges de tous les biens que vous avez. À la ligne G, vous allez additionner tous les intérêts d'emprunt que vous pouvez avoir. À la ligne H, c'est l'addition de toutes les réintégrations que vous avez éventuellement. Et enfin, à la ligne I, vous allez additionner tous les bénéfices ou déficits que vous allez avoir par colonne. Ainsi, en fait, tout va se compenser. À la lettre I, c'est en fait le résultat de votre déclaration des revenus fonciers. C'est-à-dire que si dans une colonne, vous avez un bénéfice de 10 000 € et que dans la colonne 2, vous avez un déficit de 5 000 €, au final, vous déclarez plus 5 000 de bénéfices. Donc à la lettre I, vous avez la totalité des bénéfices et déficits qui vont être additionnés. C'est à la ligne 420 donc, que vous allez inscrire le résultat de votre déclaration des revenus fonciers et on saura enfin si on a au final un déficit ou un bénéfice. Et celui-ci est à s'inscrire à la ligne 420. C'est donc l'addition de la fameuse case I et vous additionnerez la case D qui est celle des résultats des parts de SCI. Si à la ligne 420 vous avez un bénéfice, celui-ci sera à reporter dans votre déclaration 2042, la déclaration générale où on met son identité, où on déclare ses salaires, ses retraites. Donc dans cette déclaration 2042, vous reportez à la ligne 4BA le résultat, le bénéfice que vous avez calculé. Ensuite, vous avez des calculs à faire de la ligne 430 à 442, mais que si vous avez un déficit. Si vous avez un bénéfice, ce n'est pas la peine de continuer, votre déclaration s'arrête à la ligne 420. Si vous avez un déficit, en revanche, il faut remplir ces lignes selon ce qui est indiqué, donc le total des revenus bruts, le total des intérêts d'emprunt, le total des autres charges et frais, le total des travaux de la rénovation énergétique. Il faut donc remplir toutes ces lignes pour savoir comment va se répartir votre déficit. En effet, il y a une partie de votre déficit qui va s'imputer sur le revenu global, jusqu'à 10 700 €. Donc si vous avez un déficit qui est de 8 223 €, vous allez l'imputer sur le revenu global à hauteur de 8 323 €. Si votre déficit est supérieur à 10 700 €, vous avez donc une partie, 10 700 €, qui va s'imputer sur le revenu global, et le surplus va s'imputer sur les revenus fonciers des années suivantes, pendant 10 ans. Vous pouvez aussi avoir une partie de votre déficit qui ne s'impute pas sur le revenu global, et c'est la partie qui est constituée par les intérêts d'emprunt. Donc en fait, pour savoir quelle est la part qui va s'imputer sur le revenu global et quelle est la part qui va s'imputer sur les revenus fonciers, il faut remplir les lignes 430 à 442 pour savoir le montant à indiquer. En ce qui concerne les travaux de la rénovation énergétique, si vous avez un déficit qui est généré par ces travaux, il est imputable, lui, jusqu'à 21 400 € sur le revenu global. C'est un peu une exception. Une fois que le calcul de la répartition de ce déficit est fait, vous devez reporter les montants dans la déclaration 2042. Vous devez donc éventuellement remplir 3 cases. Une première case qui concerne le montant du déficit imputable sur le revenu global.
et il s'agit de la case BC. Ensuite, la part de déficit imputable sur le revenu foncier, et là il s'agit de la case BB. Et éventuellement, vous avez la case BD à remplir si vous avez des déficits antérieurs. C'est-à-dire que si l'année dernière, dans votre avis d'imposition de 2022, vous voyez qu'il y a encore des déficits qui restent à imputer, il faut les indiquer sur cette ligne BD. Sur la page 4 de la déclaration 2044, il y a une rubrique description des faits qui concerne les travaux et les intérêts d'emprunt. Donc à la ligne 400, vous indiquerez les travaux ainsi que le montant que vous avez fait. Il ne s'agit pas des travaux de copropriété, mais des travaux que vous avez fait, ou dans votre immeuble parce que vous êtes propriétaire de l'immeuble, ou dans le local que vous louez. Et il faudra également réinscrire les intérêts d'emprunt avec l'adresse de l'organisme prêteur, etc. Donc les intérêts d'emprunt que vous avez fait en vue d'acquérir un bien que vous louez. Eh bien, après avoir écouté Hélène qui vous a parlé des sommes apportées dans les cases des dépenses à déduire des revenus fonciers, je vais me permettre d'attirer votre attention sur les cases recettes. Dans 90% des cas, il n'y a aucun sujet, puisque le contribuable porte dans la case recettes le montant des loyers hors charge. Les charges ne doivent pas y figurer. En revanche, dans quelques cas, on peut se poser des questions. En effet, l'article 15.2 du Code général des impôts exonère les revenus fictifs uniquement lorsqu'il s'agit de biens dont le contribuable se réserve la disposition, mais qui sont à usage d'habitation. S'il s'agit de biens affectés à un autre usage, et bien dans ce cas-là, il convient de porter dans les cases recettes un loyer fictif. Autre cas de figure qui est parfois rencontré, c'est lorsqu'un contribuable met un appartement ou un local à disposition d'un membre de sa famille pour un loyer qui est de 10% du loyer du marché. Le loyer est de 1 500 €, le bail fait état d'un loyer de 100 €. Eh bien, dans ce cas-là, il faut attirer votre attention sur le fait que l'administration peut parfois considérer qu'il s'agit d'une libéralité calculée sur la différence entre le loyer pratiqué et le prix du marché, et peut réintégrer cette libéralité dans le montant des recettes à soumettre au revenu foncier. Donc, j'attire particulièrement votre attention sur ce montant à figurer dans les recettes imposables. Pour le reste, je vous renvoie aux remarquables explications de Madame Bovigny concernant les dépenses déductibles des revenus fonciers. Eh bien, à demain, si vous le voulez bien. Les travaux, bien que vous n'ayez pas de revenus locatifs en 2023, vous pourrez déduire les travaux dans la mesure où ces travaux ont été faits en vue de louer. Par contre, il faut absolument louer en 2024, sinon le fisc va trouver que c'est un peu douteux. Donc oui, vous pouvez les déduire en 2023 et vous aurez donc un déficit foncier. Vous ferez deux déclarations. Vous déclarerez vos loyers meublés dans la catégorie des BIC et des BIC, et vous déclarerez les loyers en vide, vous avez loué à partir de septembre, en vide, donc vous déclarerez les loyers en vide de septembre à décembre dans la catégorie des revenus fonciers. Donc vous aurez deux déclarations parce que vous avez deux types de catégories de revenus. Vous ne pouvez pas déduire l'intégralité des charges de l'année. Vous ne pourrez les déduire qu'au prorata du temps que vous avez loué, puisqu'ensuite vous allez vendre. Vous décideriez de louer ensuite, vous pourriez déduire l'intégralité puisque
les charges auraient été engagées en vue de continuer à louer. Or là, ce n'est pas le cas. Comme vous vendez, vous devez déduire vos charges donc au prorata du temps qui a été alloué, c'est-à-dire jusqu'au moment de la vente. Oui, vous pouvez parfaitement déduire les intérêts d'emprunt d'un emprunt qui a été fait pour faire des travaux. A fortiori, si les travaux sont déductibles, il n'y a pas de problème. Non, vous n'avez pas à la déclarer dans les revenus fonciers parce que ce n'est pas un revenu foncier et que vous avez déjà payé un impôt qui est l'impôt sur la plus-value. Chacun doit faire sa déclaration de son côté au prorata de la propriété qu'il a dans l'indivision. Donc celui qui a 60% devra déclarer 60% des loyers et déduire 60% des charges. Et votre frère qui a 40% devra déclarer 40% des loyers et déduire 40% des charges. Donc chacun fait une déclaration en fonction de ce qu'il a, de ce dont il est propriétaire. Non, vous ne pourrez pas parce que les travaux de transformation d'un local qui n'était pas à usage d'habitation en local à usage d'habitation, ces travaux sont assimilés à des travaux de construction, donc ils ne sont pas déductibles. Non, vous ne pouvez malheureusement pas en tenir compte parce que la déclaration vous oblige à faire la déclaration comme c'est écrit sur les lignes 229 et 230, à savoir en ligne 229, vous déduisez tout ce que vous avez payé au syndic sans ventiler, sans vous préoccuper du déductible et du non déductible. Et sur la ligne 230, vous procédez à la régularisation par rapport à l'année 2022. Non, vous ne pouvez pas déduire cette indemnité car il s'agit d'une dépense personnelle ou d'une dépense engagée en vue d'un gain en capital. Par conséquent, elle n'est pas déductible. Il en serait de même si vous aviez décidé de reprendre le local pour l'occuper personnellement. Donc ce n'est pas déductible dans ce cadre-là. Oui, comme dans le cadre de la déclaration au réel, on déclare toujours les loyers hors charge. Et je rappelle que pour le microfoncier, vous pouvez faire du microfoncier si et seulement si vous avez moins de 15 000 € de loyer hors charge. Oui, ils sont déductibles de vos revenus fonciers et ils sont déductibles au titre des charges, des appels de fonds que fait votre syndic. Donc elles font partie des charges que vous versez régulièrement au syndic et elles sont à inscrire à la ligne 229 dans les appels de fonds que vous allez pouvoir déduire. Non, vous ne pourrez pas le louer sauf à perdre ou à risquer un redressement sur l'imputation de votre déficit sur le revenu global. Quand vous avez un déficit imputable sur le revenu global, l'année où vous l'avez, vous êtes obligé, pour ne pas qu'il soit remis en question, de louer pendant 3 ans en location vide. Or, si vous louez en meublé 2 ans plus tard, c'est comme si vous aviez arrêté la location, ou si jamais vous vendez un bien, vous risquez, vous perdrez cette imputation sur le revenu global. Donc, quand on a un déficit imputable sur le revenu global, on est obligé, pour pas qu'il soit remis en cause, de louer les 3 années qui suivent l'année où on a fait cette imputation. Non, vous
doit déclarer quelques appartements microfonciers et quelques autres appartements en réel. Tout doit être déclaré de la même façon. Donc soit vous choisissez le microfoncier si vous avez moins de 15 000 euros, soit vous choisissez le réel si vous avez plus de 15 000 euros de loyer encaissé par an, ou si vous décidez d'opter pour le réel. Mais tous les appartements seront logés à la même enseigne. À bientôt donc pour de nouveaux conseils donnés par la Chambre des propriétaires.